Hello tout le monde, hello hello. Hello tout le monde, hello hello. Petit live rapide pour aujourd'hui, petit live rapide. Hello hello, bonjour à tous et à toutes. Petit live rapide. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur Love Hills. Je ne sais pas si vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas, bienvenue. On va faire un petit live aujourd'hui assez rapide, mais avec un thème suffisamment important pour vous réveiller. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Hello Aïcha, hello la belle, hello Desti. J'espère que vous allez bien depuis hier et que vous vous portez bien. Hello Electra, c'est ça hein? Ouais, Electra. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Si je fais ce live un peu tôt aujourd'hui, c'est parce que je sais que je ne pourrai pas faire de live ce soir. Je sais que je pourrais pas en fait me présenter ce soir. Du coup, je me suis dit autant faire un live maintenant quoi. Comme ça, c'est fait. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Il me reste à peu près 1 heure. Ouais, c'est ça, à peu près 1 heure. Donc, j'avais envie de vous parler du thème d'aujourd'hui qui concerne le mariage. Ce sera un petit live d'1 heure, peut-être un peu moins, qui concernera le mariage, qui concernera autant vous, mesdames, qu'autant vous, messieurs. Hello à ceux qui viennent d'arriver, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Love Hills et je suis un coach en amour et aussi en mindset. Donc si vous me suivez ou si vous venez de me découvrir, sachez qu'ici je vais en tout cas vous ouvrir les yeux sur l'amour, sur les relations amoureuses, mais aussi sur votre mindset, sur votre manière de réfléchir, sur votre manière de vous percevoir, sur votre manière aussi de percevoir le monde. Et tous ceux qui sont ici, ils savent que voilà, je parle de tout. Merci pour les likes, merci Aïcha. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais directement commencer. Hein, et vraiment, ceux qui vont tomber dessus, c'est que c'était pour vous. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie de parler du mariage aujourd'hui? J'avais envie de parler du mariage parce que c'est une réalité qui touche notre société. C'est une réalité qui touche toute notre vie parce que on a eu des parents qui se sont mariés, on a connu des gens autour de notre famille qui se sont mariés, des gens dans la société, des amis, des collègues, des voisins, etc. se marient. Et en fait, le mariage, ça fait partie en fait de la vie, de la société. Ça fait partie de la vie de tout le monde, que ce soit dans la vie normale, dans la vie intime, que ce soit dans la vie religieuse. Le mariage, en fait, c'est une institution. Bonjour Séraphina, bonjour Lulucie, bonjour Fanny. Et en fait, le mariage, étant donné que c'est une institution, ça fait aussi partie en fait des choses qu'il faut savoir aborder et qu'il faut savoir comprendre. Parce que beaucoup de personnes pensent que le mariage, ils se disent en fait que c'est juste on s'aime, on se marie, on fait la fête, on a des enfants et puis voilà. Il n'y a pas vraiment de pratique, il n'y a pas vraiment de guide, il n'y a pas des choses à faire et à ne pas faire et surtout il n'y a pas des réalités. Beaucoup de personnes pensent en fait que le mariage c'est que le début de quelque chose et puis ça se finit par la mort de l'un ou de l'autre, par un divorce peut-être. Mais beaucoup de personnes en fait oublient que dans le mariage, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs stades à avoir dans le mariage. Il devrait y avoir un manuel. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait même donner aux gens qui se marient, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'église, chez l'imam ou ce que vous voulez. Beaucoup de personnes en fait devraient recevoir tout simplement un manuel pour savoir en fait qu'est-ce que c'est que le mariage, quels sont les engagements du mariage et aussi quel comportement aborder quand vous vous êtes marié.
quel comportement vous ne devez plus avoir et quel comportement vous devez avoir. Hello Sanouna, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le live. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes se marient et voilà. Et ce n'est pas juste la jeune génération. Il y a beaucoup de nos parents, de nos tontons, de nos oncles, ils se marient et en fait, ils se pensent que voilà, c'est juste un acte qui a été fait pour satisfaire la famille, pour réjouir la famille, pour montrer à tout le monde qu'on est enfin un monsieur, qu'on a enfin grandi, pour voilà, officiellement dire devant tout le monde que je suis marié, que j'ai une femme, ou pour dire devant tout le monde que j'ai un mari. Mais en fait, on n'a pas de code, on n'a pas de suivi, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas surtout en fait quelles sont les réalités qui se trouvent dans le mariage. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, quand ils vont se marier, ils n'écoutent pas vraiment ce qu'ils se disent, ce qui se dit, ce qu'on leur dit. Et moi, en fait, le point que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, dans ce rapide live que je fais, c'est en fait tout simplement quand le maire ou quand le prêtre ou quand l'imam ou quand voilà, l'autorité qui unit le couple dit ou vous a dit, pour ceux qui se sont mariés, hein, que vous devez être, que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire quoi? Quand le maire, quand le prêtre, quand l'autorité civile ou religieuse hein, se trouve devant vous et en fait vous demande de réciter les vœux, de réciter l'engagement que vous prenez, est-ce que vraiment vous êtes conscient et consciente de ce que ça implique effectivement dans votre responsabilité et surtout dans votre honnêteté en tant qu'homme, surtout en tant qu'homme, salut Lydie, et en tant que femme également? Parce qu'en fait, et notamment, c'est une triste réalité que l'on a beaucoup remarqué dans l'histoire, c'est que malheureusement, les femmes sont très peu formées à la réalité du mariage. Les femmes sont très peu formées à la réalité du mariage. Et en fait, c'est la responsabilité des parents en fait, à préparer leurs enfants. Hein. Ce n'est pas que la mère qui doit préparer aussi l'enfant, c'est aussi le père qui doit préparer sa fille. Le père aussi doit préparer son fils. Et la mère aussi doit préparer son fils. C'est les deux sexes, c'est les deux genres, c'est le père et la mère qui doivent tous les deux préparer leur enfant, leur fils ou leur fille. La mère prépare le fils, le père prépare le fils au mariage. La mère doit préparer la fille, mais le père aussi doit préparer la fille au mariage. Il doit être honnête par rapport aux réalités du mariage. Ce n'est pas juste là vendre du rêve, vous dire oui, il faut être soumis, il faut être soumise, et puis voilà, notamment auprès des femmes. Hein? En général, c'est toujours la mère qui vient vous voir et qui vous dit oui, voilà, il faut accepter, il faut accepter. Mais jusqu'à quand et jusqu'où il faut accepter? Et quelles sont aussi les réalités que je vais rencontrer en tant que femme mariée, hein, en tant que future femme mariée et en tant que futur homme marié? Quelles sont les réalités que je devais rencontrer? Quelles sont les réalités que je dois assumer aussi dans mon union matrimoniale? Et si j'avais envie de traiter de ce sujet rapidement aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on vous dit que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par pire. C'est pas juste le pire, la mort, ou le pire, je sais pas moi, voilà, tout ce qu'il y a de pire, hein, un homme qui vous bat, des choses comme ça. Quand on vous parle du mariage, qu'il y a le pire dans le mariage, c'est déjà le premier stade. Le premier stade que vous devez avoir en conscience quand on vous parle du pire dans le mariage, c'est la tromperie. Ne rentrez pas dans un mariage en étant naïve, ou ne rentrez pas dans un mariage en vous croyant que vous êtes la princesse dans Disney et que vous serez heureux et que vous aurez beaucoup d'enfants. Peut-être que c'est le cas et c'est ce qu'on vous souhaite, mais la première réalité du pire dans le mariage, c'est l'infidélité de votre mari, c'est l'infidélité de votre femme. Parce que oui, c'est pas que les hommes qui sont infidèles dans le mariage, hein. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont infidèles. Pour ceux et celles qui connaissent ce qui s'est passé avec Balthazar, elles étaient pas toutes célibataires. Hein. Elles étaient loin d'être célibataires. Loin de là. Donc la réalité qu'on vous dit, hein, du pire dans le mariage, parce que le bonheur, on connaît tous. Hein. Le bonheur dans le mariage, on connaît. La maison, la famille, les enfants, les voyages, les cadeaux, hein.
l'intimité, etc., etc. On connaît tout ça. Mais c'est quelque chose qui doit aussi s'entretenir. C'est quelque chose aussi qu'on doit ne pas considérer. Parce que si vous n'entretenez pas effectivement l'aspect positif du mariage, ben vous allez très rapidement aussi entrer dans le pire du mariage. S'il n'y a pas l'intimité qui est entretenue, s'il n'y a pas l'honnêteté qui est entretenue, s'il n'y a pas la maturité qui est entretenue, ben vous allez très rapidement tomber dans le pire du mariage. Et quand je m'adresse et quand je dis tous ces termes, ce n'est pas qu'aux femmes que je le dis, hein, je le dis aussi surtout à ces messieurs. À peine un an de mariage, on commence déjà à entendre des histoires, on commence déjà à entendre des choses. Parfois même une semaine après le mariage, on voit déjà des choses. On commence déjà à voir que le mari, bon, il commence à un peu filer comme un petit chat au fin fond de la rue, là. Et tout ça, c'est la responsabilité des parents, hein. Et tout ça, c'est la responsabilité du père qui n'a pas éduqué son fils à savoir faire des sacrifices pour la femme qu'il aura choisie. Parce que beaucoup d'hommes pensent que le mariage, c'est en fait, voilà, je me marie et puis bon, je continue ma vie, quoi. Je continue ma vie, je continue à faire ce que j'ai à faire, je continue à sortir. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes aussi pensent que le mariage, c'est une perte de liberté, alors on ne les a pas appris, hein, on ne leur a pas enseigné, on ne leur a pas donné aussi la manière de vivre le mariage tout en restant libre, tout en restant fidèle, tout en restant honnête, tout en restant intègre à leurs engagements. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, quand ils se marient, en fait, ils se comportent comme s'ils étaient encore des célibataires. C'est pas parce que tu es marié que ça veut forcément dire que tu es enchaîné. C'est pas parce que tu es marié que ça veut dire que tu n'as plus le droit de sortir, que tu n'as plus le droit d'aller retrouver tes amis, que tu n'as plus le droit de vivre ta vie. Sauf que cette manière de vivre comme un célibataire, forcément, elle sera modifiée, mais c'est encore possible. Et c'est aussi à la femme, à certaines femmes en tout cas, de donner aussi ce semblant de liberté à leur mari. Parce que beaucoup de femmes, quand elles sont mariées, elles pensent que c'est bon, mon mari doit rester enchaîné, il doit rentrer tous les jours à 17h, et puis on doit passer les week-ends ensemble, et puis on doit rester maintenant comme ça, jusqu'au dans la tombe. Non. Le mariage, ce n'est pas un enchaînement. Le mariage, ce n'est pas un esclavage. Le mariage, ce n'est pas une punition. Parce que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes considèrent le mariage comme, voilà, la fin, en fait, d'une liberté, la fin d'une vie d'épanouissement, la fin d'une vie d'accomplissement. Beaucoup de femmes, en fait, s'oublient dans le mariage. Beaucoup de femmes, en fait, s'ignorent dans le mariage. Beaucoup de femmes s'emprisonnent dans un mariage alors qu'elles pourraient tout autant continuer, en fait, à grandir, tout autant continuer, en fait, à s'épanouir, tout autant continuer, en fait, à être heureuses et à découvrir leur partenaire et à se découvrir elles-mêmes et à oser des choses, tout en restant, évidemment, fidèles à leurs engagements. Moi, ça me fait du mal quand je vois certains jeunes mariés, ils se marient et puis bon, voilà quoi. C'est papy et mamie en fait. C'est papy et mamie rentrent à la maison tous les soirs et puis ils sont là, ils se regardent yeux dans les yeux. Pas de vitalité, pas d'ambiance, pas voilà. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a dans leur mariage, c'est triste. Il y en a dans leur mariage, ça fait peur. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, il y en a, ils se marient. On a l'impression en fait qu'on les a enterrés avant que ce soit leur temps d'être enterrés en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire rapidement ce live pour en fait vous ouvrir sur la réalité du mariage. Le mariage en fait c'est un nouveau chapitre. Mais c'est pas un chapitre terne ou un chapitre qui doit être vécu dans l'ennui et dans cette perception de je suis enchaîné et je n'ai plus en fait à m'épanouir et à vivre et en fait à découvrir aussi qui je suis. Vous vous découvrez et vous vous redécouvrez en fait dans le mariage. Et comme je l'ai dit, le mariage, ça devrait être en fait ça devrait être en fait une éducation, ça devrait être en fait un enseignement qu'on devrait dire aux parents et qu'on devrait en fait inculquer aux parents du fait qu'ils doivent eux aussi transmettre leurs connaissances. C'est pas pour rien que par exemple quand vous allez dans les milieux religieux, hein, notamment je ne m'y connais pas pour les autres confessions, mais moi je parle par rapport à la religion catholique et la religion chrétienne,
quand vous êtes un couple, que vous allez dans le, et que vous voulez vous marier devant Dieu, à l'église, le prêtre vous forme, le prêtre vous enseigne. Je crois que c'est une formation qui dure à peu près 1 an. Vous prenez le temps pendant 1 an de vous préparer au mariage. Et le prêtre, pendant 1 an, vous éduque au mariage. Et le prêtre, pendant 1 an, il fait le nécessaire pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir assumer et assurer dans votre mariage. Et ce n'est pas qu'à la femme, c'est aussi à l'homme, surtout les hommes. On vous éduque dans le mariage, on vous informe dans le mariage. Qu'est-ce qui est bien sûr à ne plus faire, mais aussi qu'est-ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qui est possible de proposer, de conseiller dans le mariage. Et je pense que même dans les unions qui sont faites, hors la religion, hors le cadre religieux, hors des confessions religieuses, il devrait aussi y avoir une formation dans le mariage. Et peut-être même que l'État devrait promouvoir des formations au mariage, promouvoir voilà, un suivi, un enseignement, hein, des formations peut-être payées ou rémunérées avec une subvention de l'État, je sais pas, pour éviter en fait qu'il y ait des divorces, éviter qu'il y ait en fait toute cette constatation, hein, qui sont de plus en plus parfois tristes et terribles dans les unions matrimoniales, oui. Parce qu'en fait, le mariage, ce n'est pas juste rester comme ça, je suis marié, et puis bon, voilà quoi. Et puis monsieur, il se sent enchaîné, et puis madame, elle est là, elle veut que son mari fasse ceci, fasse cela, monsieur n'a pas envie, et puis il commence à faire tout n'importe quoi, il sort, et puis voilà, on connaît la suite quoi. Et ça se finit quelques années plus tard devant monsieur le juge pour mettre fin à l'union, hein, avec les indemnités et tout ça. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de formation dans le mariage. Il n'y a pas eu de suivi aussi dans le mariage. Et même parfois la famille largue leurs enfants, largue leurs fils, largue leurs filles avec des petits discours. Prends bien soin d'elle, prends bien soin de lui, sois soumise et sois un bon mari, mais sans vraiment développer, sans vraiment suivre. Il y a beaucoup de mariages qui se sont terminés négativement parce qu'il n'y a pas eu justement un suivi, une éducation, une communication d'homme à homme. Hein, où les seules communications d'homme à homme, c'est les communications un peu toxiques ou les communications un peu sombres en mode, bon, tu peux quand même continuer à aller voir ailleurs, par exemple. Hein, parce qu'il y en a plein, hein, surtout dans nos anciennes générations, quand votre père, il vous prenait à côté, quand vous allez vous marier, hein, c'était en mode, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, il y avait toujours la phrase du, bon, après, tu peux toujours continuer, hein, à faire des petits trucs à côté. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous, mesdames, vous ne le savez pas, mais des fois, c'est ce qu'on nous dit, à nous, les hommes. C'est ce que nous disent parfois nos pères, nos oncles, nos cousins, qui sont plus grands que nous. Quand ils viennent nous parler, parfois, ils nous disent, bon, il faut que tu sois un bon mari, un bon mari, mais après, ils vous disent, bon, après, voilà, ça ne peut pas t'empêcher quand même d'aller voir un peu ailleurs, hein, ou voilà, ça ne peut pas quand même t'empêcher de continuer à sortir et à faire ce que tu as envie. Hein. Oui, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on dit les choses, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, c'est pas comme ça qu'on enseigne son enfant, son fils. Hein? Et pareil pour les femmes. Les mères, en général, bon, aujourd'hui, la vie intime n'a plus de secret, mais avant, dans l'ancien temps, hein, on préparait la femme en disant oui, au mariage, ta nuit de noces, ta nuit de noces. Mais qu'est-ce qui se passe à la nuit de noces? Qu'est-ce qui se passe à la nuit de noces? Bouche cousue, motu bouche cousue, ça sort le chapelet, Ave Maria, gratia plena. Mais il faut faire des enfants, il faut faire des enfants. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et très honnêtement, il vous suffit en fait d'ouvrir les livres de certains grands auteurs de la littérature française, hein, les Zola, tout ça, pour vous rendre compte en fait que le mariage, c'était voilà, quelque chose qui prenait des dimensions parfois un peu tabous. Alors que parfois, il suffisait de dire les choses, il suffisait de préparer la femme, il suffisait de préparer le mari, il suffisait de parler à son fils et de parler à sa fille, d'homme à homme, de femme à femme, de père à fils, de père à fille et de mère à fils. Hein?
pour calmer les choses, pour préparer les choses. Et malheureusement, encore aujourd'hui, c'est le cas. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le mariage, ils n'ont pas conscience de leurs responsabilités, ils n'ont pas conscience de leurs devoirs, autant du côté de la femme que du côté surtout aussi du mari. L'homme, il pense que voilà quoi, comme c'est lui le chef de famille, ben comme il est le chef, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut découcher, il peut parler jusqu'à pas d'heure au téléphone avec les petites filles qu'il a croisées en boîte de nuit. Voilà, c'est liberté quoi, libertà, quiero hacer lo que quiero quoi. Voilà, c'est... Non, c'est pas comme ça le mariage. Hein. Et le mariage, comme je l'ai dit, c'est effectivement un engagement, c'est un engagement de fidélité, c'est un engagement aussi de bonheur, c'est un engagement aussi de prospérité, mais c'est aussi un engagement aussi d'écouter les besoins de l'autre et de respecter les besoins de l'autre. C'est pas parce que, par exemple, vous, mesdames, que vous êtes mariées avec votre homme, qu'il doit forcément tout le temps être là comme ça. Voilà. Que le mari doit être là à 17h, il sort du travail. Laissez-le aussi parfois un peu vivre sa vie. Laissez-le aussi ce petit semblant de liberté. Et vous aussi, continuez à entretenir votre liberté. C'est pas parce que vous êtes une femme mariée que vous n'avez pas le droit de penser à vous, que vous n'avez pas le droit d'avoir une activité, que vous n'avez pas le droit de continuer à vous faire belle. Il y a beaucoup quand elles se marient, voilà quoi, ça sort le foulard, les grands boubous. Où est le charme? Beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles s'oublient dans leur business, elles s'oublient dans leurs ambitions. Elles écoutent les mauvais conseils de leur mari aussi. Je ne veux pas qu'une femme travaille, je ne veux pas qu'une femme fasse ci. Ok, mais ton mari ne fait rien derrière. Ton mari, il ne te comble pas derrière. Ton mari, il ne te donne même pas ça derrière. Tu ne vois pas que tu es dans un mariage où effectivement on essaie de t'emboîter, de t'emprisonner, de ravir ta liberté, de ravir aussi ton sourire, ta joie de vivre. À beaucoup de femmes, on leur dit par exemple, oui, il faut que tu sois soumise. Mais surtout pour les familles chrétiennes, là. Oui, la femme doit être soumise, ou les familles croyantes. Oui, la femme doit être soumise. Oui, la femme doit être soumise. Mais c'est écrit dans la Bible, hein. C'est écrit dans la Bible que peut-être, oui, la femme doit être soumise. Ok, mais c'est écrit que la femme sera soumise à son mari face à un mari qui sera aussi aimant, face à un mari qui la respectera, face à un mari qui l'aimera, face à un mari qui la protégera, face à un mari qui donnera ça. Ça. S'il n'y a pas ça, comment tu veux que ta femme soit soumise? S'il n'y a pas ça, comment est-ce que tu veux que ta femme soit fidèle? Si tu ne l'aimes pas, si tu ne la chéris pas, si tu ne la flattes pas, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la protèges pas, si tu ne continues pas à être galant envers elle, comment tu veux que ta femme soit soumise? C'est ça en fait. Et beaucoup d'hommes, surtout les hommes qui utilisent le patriarcat à mauvais escient, voilà, ils transforment les paroles de Dieu, les paroles de l'Église, les paroles de l'islam, ils transforment ça comme ils ont envie de transformer. Voilà. Comme c'est écrit, la femme doit être soumise, on ne lit que la partie où on demande à l'autre effectivement de faire le nécessaire. Mais on oublie que Dieu nous demande aussi à nous les hommes de faire le nécessaire. D'incarner vraiment aussi les valeurs qu'il veut qu'un homme soit pour sa femme. On oublie ça par contre. Et beaucoup de femmes n'ont même pas beaucoup de femmes, quand elles sont face à ce désir malsain de soumission de certains hommes, elles ne parlent pas. Elles ne disent pas la vérité. Elles se taisent. Parce que je suis soumise, donc il faut que je me taise, ma belle, ma belle, ma belle. Beaucoup de femmes, quand on leur demande la soumission de manière toxique, elles se taisent, elles restent comme ça. Bon, ma belle. Si même dans les livres religieux, beaucoup de personnes ont osé se lever contre Dieu, donc toi, devant un homme de chair et de sang comme toi, tu ne vas pas oser aussi lui dire que mais la soumission que tu me demandes là, est-ce qu'elle est vraiment justifiée? Est-ce qu'elle est vraiment justifiable par rapport à tes actions? T'as peur, quoi.
Donc tu as plus peur d'un homme que tu as plus peur de Dieu. Et après, c'est comme ça qu'on vous retrouve dans des mariages lugubres. Hein? C'est comme ça qu'après qu'on vous retrouve dans les mariages lugubres. Le mariage, c'est pas censé être une vie de tristesse et de désarroi et de souffrance. Et pareil aussi pour vous, messieurs, vous n'êtes pas là pour marier quelqu'un, pour la faire souffrir, pour la faire trimer, hein, ou pour la délaisser. Parce que beaucoup de gens aussi, ils se marient et puis bon, ils laissent l'autre, quoi. C'est bon. Pas de communication, pas d'intimité, ou une intimité peut-être, voilà, une intimité peut-être trop, mais pas de connexion, pas d'échange, pas voilà. Le mariage, c'est censé être en fait un partenariat. C'est censé être en fait, voilà, une, une liaison, mais pas que juste de manière maritale devant la loi ou devant Dieu, pas que juste une union d'un point de vue intime, d'un point de vue sexuel, c'est aussi, en fait, vous ne formez plus qu'un. Vous êtes devant les yeux du monde une seule et même personne. Et certains, en fait, ils oublient. Certains, en fait, ils oublient ça. Et surtout, beaucoup de messieurs, ils oublient ça. Beaucoup d'hommes pensent que, voilà, le mariage, c'est juste que, bon, voilà, hein, j'ai fait le nécessaire, et puis, bon, je ne m'intéresse pas à comment est-ce qu'elle va, je ne lui pose pas de questions à ce qu'elle a envie de faire, je ne lui demande pas qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser dans la vie de tous les jours, si elle a des projets. Je ne la consulte pas si j'ai envie, si par exemple, il y a peut-être des choses à changer dans la maison, s'il ne faudrait pas peut-être déménager. Hein. Mon salaire, je le garde pour moi, je le dépense comme et quand je veux, je rentre à pas d'heure. Enfin, elle est où l'unité là? Elle est où l'union? Elle est où justement hein? Et encore une fois, je me répète, beaucoup de femmes ignorent que le pire, ça commence déjà par l'intempérance de votre mari, l'infidélité de votre mari. Et beaucoup pensent que, par exemple, quand on est marié, quand votre mari vous trompe, hein, vous devez rester là, les yeux ouverts, et puis bon. Après, il y a deux manières de se comporter quand vous êtes dans la tromperie de votre mari. Il y a deux manières de lire. Hein. C'est pas parce que aussi votre homme vous a trompé que vous devez forcément tout de suite commencer à vous agiter et commencer ou bien à rester là comme ça, à souffrir en silence. Parfois, la tromperie de votre mari, c'est un appel, c'est un réveil, c'est un son de cloche pour vous dire que, hé ma belle, t'es en train de dormir là, réveille-toi. Parfois, la tromperie d'un mari, c'est pas juste parce que, je sais pas, il a envie d'aller voir ailleurs ou quoi. Parfois, c'est parce que parfois vous-même, les femmes, vous vous négligez, vous vous oubliez. Vous oubliez que vous devez continuer à prendre soin de vous et continuer à être un enjeu. Évidemment que la plupart des cas, quand votre mari vous trompe, vous devez effectivement voilà, le confronter. Je dis pas qu'il faut se taire et puis souffrir et puis rester là comme ça au fond de la chambre. Non, vous devez effectivement, hein, mais c'est un appel pour vous dire que ma belle, t'es en train de perdre le fil là. Réveille-toi. C'est ça, hein, la plupart des tromperies dans le mariage. Évidemment, quand c'est abusé, c'est abusé. Je suis pas en train de dire qu'il faut rester là, le mec il te trompe avec Clotilde, avec Marie-Ange, et puis voilà, et puis toi t'es là comme ça, il fait 1, 2, 3 enfants, t'es là comme ça, tu restes comme ça, tu dis rien, Dieu va me venger, et puis on te voit seulement perdre tes nuits de sommeil, enfin non. Mais en tout cas, c'est un appel de conscience là. Quand votre mari vous trompe, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Autant ça ne va pas chez lui, mais autant ça ne va pas chez vous. Certaines femmes se négligent dans le mariage. Certaines femmes s'oublient. Elles sont tellement dans le désir de plaire à l'autre qu'elles oublient en fait qu'elles doivent se plaire à elles-mêmes. Certains maris, ils aiment que leur femme continue à garder cette espèce de petit grain de folie là. Hein, cette petite joie de vivre avec lequel il vous a connu, vous devez continuer à l'entretenir, à le garder.
Et certaines, elles s'oublient. Et puis, elles pensent que la tromperie, c'est forcément que, voilà, il m'aime plus. Non, parfois, il t'aime, ton mari. Mais comme tu n'es plus cette femme fatale ou cette femme inaccessible ou cette femme qui était occupée, hein, hein, que tu étais avant, comme tu n'es plus, ben, il se dit, bon, je vais chercher ce côté un peu inaccessible auprès d'une autre. Évidemment, quand il abuse, il abuse. Je ne suis pas en train de dire que, voilà. Surtout si votre mari ne prend pas soin de vous, surtout si votre mari est négligent, qu'il ne donne pas de l'argent, qu'il est, voilà, l'argent, on ne voit pas, on ne sait pas, bon, voilà. Mais si votre mari, c'est un bon mari, si votre mari, il vous donne ça, il vous protège, il vous donne un bon cadre, s'il vous trompe, juste faites un petit rappel de, par contre, tu fais quoi là avec l'autre? Et surtout, ne rentrez pas naïf dans le mariage. J'en avais déjà parlé dans un autre thème. Arrêtez de rentrer naïf dans le mariage. Arrêtez de penser que votre mari, il ne sera jamais attiré par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y en a, elles ont l'impression en fait que le fait de se marier à quelqu'un, ça va jeter un sort. Et puis l'autre, il ne pourra même plus avoir des fantasmes avec une autre personne. C'est pas ça le mariage. Le mariage ne jette pas un sort sur votre conjoint. Le mariage, ça ne va pas jeter, ça ne va pas zipper la braquette de votre mari. Et pareil aussi pour vous, messieurs, ne pensez pas que parce que vous vous mariez à une femme, qu'elle ne pourra pas s'empêcher d'aller voir ailleurs si elle a envie d'aller voir ailleurs. Pas du tout. Encore une fois, rappelez-vous de l'affaire Balthazar. Elles n'étaient pas toutes célibataires. C'est pas parce que vous allez vous marier avec une femme qu'elle a plus de libido, elle peut subir tout encaisser, que voilà quoi. C'est le punching ball, on tape, et puis voilà, elle dit rien. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit en début de ce live, les parents, les papas, enseignez vos enfants, enseignez à vos filles, enseignez aussi à vos fils là. Les mamans, enseignez à vos filles et enseignez aussi à vos fils là. Vous, les futures mamans, enseignez. Pas juste que le papa doit parler au fils ou que la maman doit parler à la fille. Croisez, échangez aussi. Le fils, le père parle à la fille. Il donne aussi des petits conseils, des petits tips. En disant que oui, ma fille, si ton mari fait ça, tu dois te comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, en fait, il ne doit plus y avoir de tabou ou de gêne. Ou être gêné parce que peut-être comme c'est le fils ou comme c'est la fille ou comme c'est notre père ou comme c'est notre mère, on doit... Et aussi, vous qui allez vous marier, n'hésitez pas à poser des questions à vos parents. N'hésitez pas à aller vers papa, à aller vers maman pour demander c'est quoi les conseils que tu me donnes. S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as rencontré tel ou tel sujet dans ta vie de mariage? Quels étaient les points les plus difficiles dans ta vie de mariage? Vous aussi, les enfants, nous aussi qui sommes les enfants, n'hésitons pas à demander aussi des conseils à nos parents. N'hésitons pas aussi à solliciter à ce que nos parents s'ouvrent. Parce que des fois, ils peuvent aussi être gênés ou ne même pas y penser parce que bon, voilà quoi. Mais nous, les parents, nous les enfants, n'hésitons pas aussi à demander à nos parents. C'est quoi les tips que tu me donnes quand je vais marier celui-là? Ou c'est quels tips que tu me donnes quand je vais aller marier cette fille? Ou quand je vais aller marier cet homme? C'est quoi les tips? C'est quoi les conseils? Comment ça se passe la première année? Comment ça se passe la deuxième année? Comment ça se passe la troisième année? Au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Demandez aussi à vos parents. Demandez aussi ou à des personnes qui se sont mariées dans votre entourage. Et pas juste les grands conseils. Il faut être fidèle et tout. Non, demandez les vraies choses. N'hésitez pas à demander les vraies choses. Parce que des fois, quand nous, on est en coaching et qu'on entend, des fois, on se dit, mais est-ce qu'il y a eu une vraie transmission des valeurs? Parce que transmettre les valeurs, c'est pas juste, oui, il faut se marier avec telle personne, parce que voilà, c'est comme... Non, les valeurs, c'est aussi le mindset. Prévenir les mauvaises situations. Quelle attitude je dois adopter? C'est pas parce que mon mari me trompe que forcément je dois divorcer. Comme je l'ai dit, parfois la tromperie de votre mari, parfois c'est même juste en fait une erreur. Il était saoul
il a été tenté, on est des êtres humains. Et parfois, il faute. Mais c'est pas parce que il l'a fait une fois que ça y est, c'est mort. Évidemment que si c'est trop répété, là, il faut sonner la cloche, évidemment. Mais je veux dire que, voilà, c'est ça les tips. C'est ça aussi la transmission des valeurs, la transmission d'une coutume, la transmission aussi d'une tradition. C'est aussi le comportement que tu dois avoir par rapport à tel ou tel sujet. C'est réveiller aussi les garçons à savoir aussi maîtriser leur passion, maîtriser leur pulsion aussi. Et ça, c'est un discours qu'une mère peut aussi avoir avec son fils et qu'un père doit avoir aussi avec son fils. À savoir se maîtriser, à savoir se contrôler, à ne pas être attiré par le dehors, à ne pas penser que l'herbe est plus verte dehors. Ça, si beaucoup de parents répétaient ça régulièrement à leur fils, à leur fille, il y aurait beaucoup de mariages qui ne se seraient pas terminés comme ça s'est terminé. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Et c'est aussi un travail qu'il faut faire pour soi et avec soi. Il ne faut pas penser que le mariage, voilà quoi. Je vais satisfaire enfin l'attente de la famille et aussi moi-même, je ne cherche pas à me former, à me préparer aussi à la vie de mariage. Il faut aussi avoir soi-même cette curiosité de mais dans quoi est-ce que je m'engage ? Quels sont les tenants et les aboutissants de l'engagement du contrat marital que je vais signer avec mon partenaire ? Et c'est aussi à vous, à parfois dire à l'autre que, écoute, le mariage, il faut qu'on se comporte comme ci, comme ça, comme ça. Il faut, ou du moins, à s'intéresser aussi à comment est-ce que l'autre voit le mariage. Beaucoup d'entre vous, vous mariez avec des gens, vous ne savez même pas comment est-ce qu'ils considèrent le mariage. Oui, oui. Beaucoup d'entre vous, vous vous mariez avec des gens, vous ne savez même pas quelle est leur perception du mariage. Qu'est-ce qu'ils attendent du mariage ? Qu'est-ce qu'ils espèrent du mariage ? Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas du mariage ? Est-ce que, pour ceux et celles qui sont mariés, vous avez demandé ça à l'autre ? Est-ce que vous vous êtes intéressé aussi à comment est-ce que l'autre voit le mariage sur le long terme ? C'est pas juste en termes de fêtes, de costumes, du méchoui que vous allez acheter, et des sauces que vous allez préparer ou que vos tatas vont préparer pour le mariage. C'est pas juste ça. C'est qu'est-ce que je considère dans le mariage ? Pour moi, le mariage, c'est quoi ? Qu'est-ce que je peux faire dans le mariage ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire dans le mariage ? Vous avez demandé ça aussi à l'autre ? Et aussi, est-ce que vous voulez demander à vous-même ? Pour moi, le mariage, c'est quoi ? Et c'est comme ça que vous allez apprendre à ajuster. C'est comme ça que vous allez aussi vous souvenir que, mon père m'avait dit ça, ma mère m'avait dit ça. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que, bon, là, je suis face à ce problème. Moi, le mariage, c'est comme ça, mais c'est vrai que ma tantine m'avait raconté qu'elle avait eu la même situation, et c'est comme ça qu'elle avait fait les choses, ou c'est comme ça qu'elle m'avait demandé de faire les choses parce qu'elle avait fait l'erreur de faire le contraire. Mais si vous entrez dans le mariage comme ça, en mode juste, oui, vous êtes là, vous portez le costume cravate, ou vous êtes là, vous portez la robe, vous êtes là, tout le monde fait yo, 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 et puis vous êtes là, et puis vous entrez lundi, mardi, mercredi, vous êtes traumatisé. Parce que vous n'avez pas été préparé, parce que vous-même, vous ne vous êtes pas vous-même préparé à ce que vous vouliez dans le mariage et à ce que l'autre aussi voulait dans le mariage. C'est pas juste là de demander oui, tu veux te marier ou pas. C'est pas juste ça. Tu veux des enfants ou pas? Bien sûr qu'il veut se marier. Bien sûr qu'elle veut se marier. Bien sûr que votre partenaire, il veut des enfants. Bien sûr que votre partenaire, elle, veut des enfants. Mais comment est-ce qu'elle voit effectivement cette vie au quotidien? Comment est-ce qu'elle voit cette réalité au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui va le faire souffrir? Est-ce que c'est quelque chose où il va se sentir étouffé et donc il va avoir envie de continuer à avoir une liberté? Est-ce que c'est quelque chose qui va en fait pouvoir continuer en fait de respecter en étant intègre, en étant honnête, en s'autorisant aussi à vivre une vie épanouie
et social un peu moins comme avant, mais tout aussi épanoui qu'avant? C'est ça en fait. C'est ça le mariage. C'est une communication constante. C'est une éducation constante. On apprend tous les jours de soi et des autres. Ce qu'on n'acceptait pas, par exemple, au début du mariage, ou ce qu'on ne peut pas accepter, par exemple, au début du mariage, il y a peut-être des choses qu'on peut accepter, en fait, un peu plus tard ou avec le temps. Il y a beaucoup de femmes, et je vous dis clair, hein, il y a beaucoup de femmes, au début, elles n'acceptaient pas, par exemple, l'infidélité de leur mari, ce qui est normal. Mais en fait, avec le temps, elles se rendent compte que, bon, ça fait 10 ans qu'on est mariés, ça fait 5 ans qu'on est mariés, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Tant qu'il assure à la maison, tant qu'il pense un peu à moi, moi je vous parle clairement, hein, il y a des femmes, elles acceptent que leur mari aille voir ailleurs. Vous pensez que les couples libertins, c'est quoi, par exemple? Bon, après, le libertinage, c'est autre chose, mais vous pensez que ces couples-là, comme ça, qui vivent leur liberté, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que, par exemple, la séparation de corps, ça permettait quoi? La séparation de corps dans un mariage chrétien, ça permet quoi? Quand on parle de séparation de corps, vous pensez que ça permet quoi? Ça permet qu'effectivement, ben, même si vous êtes marié, ben, voilà, s'il y a une opportunité, ben, au calme. Donc c'est une formation constante, c'est une éducation constante, c'est une ouverture d'esprit aussi constante. Et cette constance, elle n'est permise que si il y a aussi un dialogue avec vous-même, un dialogue aussi avec l'autre, un intérêt pour vous-même, un intérêt pour l'autre, une curiosité aussi que vous devez faire auprès des gens qui vous entourent, leur poser des questions. Hein? Après, on n'a pas dit que si vous n'êtes pas à l'aise, vous devez vous forcer, mais approchez-vous ou rapprochez-vous de personnes où vous sentez que cette personne, elle peut effectivement m'aider, elle peut effectivement m'ouvrir. Mais vous ne demandez jamais rien, vous ne vous plaignez jamais de rien, vous ne vous écoutez pas vous-même, vous ne demandez même pas à l'autre qu'est-ce qu'il veut, vous ne l'écoutez même pas. Parce que des fois, le mari il vous parle, vous n'écoutez pas. La femme vous parle, vous les maris, vous n'écoutez pas. Et après, vous vous étonnez que parfois, au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ben la relation, en fait, elle vole en éclats. Mais girl, toi aussi. Mec, toi aussi. Tu vis ta vie comme si tu avais encore 20 ans, quoi. Les vendredis soirs, là, on est vendredi. Il y en a plein, des hommes mariés. Hein. Ils ne vont même pas... On n'a pas dit qu'il faut forcément rentrer à la maison, mais envoyer un petit message. Ça va bien, t'as passé une bonne journée. Ça te dérange pas si je vais boire un petit coup avec des potes et puis je rentre vers telle heure? Même si on sait que tu vas rentrer après. Mais cette petite communication, ça sauve. Ça sauve. Au moins, elle n'est pas en train de se dire que tu es en train d'aller traumatiser une petite fille dans une chambre d'hôtel. Parce que des fois aussi, mesdames, c'est pas parce que votre mari il ne rentre pas à la maison, ça veut forcément dire qu'il est en train de vous tromper. Des fois, il a juste envie de souffler. Des fois, il a juste envie d'aller faire du sport. Des fois, il a juste envie voilà, d'avoir cette impression de liberté. Donc, des fois aussi, soyez pas tout le temps là. Oui, t'es pas rentré, il est 17h, il est 18h, t'es où? Wesh, oh là là, c'est la prison, c'est l'internat, c'est quoi? Donc faites vraiment ce travail de vous intéresser à ce que c'est que le mariage. À vous intéresser, c'est quoi qu'on vous demande dans le mariage? Qu'est-ce qui est demandé aussi à l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Il y a des couples mariés, c'est l'ennui. Il y a des couples mariés, c'est... Même une maison de retraite, c'est plus joyeux. Même une maison de retraite, c'est plus joyeux. Même la morgue, c'est plus joyeux. Désolé, hein. Mais quand vous entrez dans certains couples, quand vous... C'est pas de complicité, pas de dialogue, ou quand le dialogue il est là, il est tout... Voilà, voilà. Et puis il y a certains mariages aussi, c'est n'importe quoi. C'est... Voilà, pas de cadre,
le mari fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de respect, c'est... Donc à un moment donné, il faut aussi se réveiller. Hein. À un moment donné, il faut se demander, mais qu'est-ce que j'attends dans le mariage? Qu'est-ce que j'attends d'un mariage? Et il faut aussi se demander qu'est-ce qu'attend l'autre d'un mariage? Qu'est-ce qu'il désire dans un mariage? Ou quelles sont ses peurs dans un mariage? Certains hommes, ils agissent parfois par peur. Certains hommes, ils vous trompent par peur. Parce qu'ils se disent que bon, comme tous les hommes trompent, moi aussi je vais tromper. Parce que si je suis trop correct, ben ça veut dire que, ben non. Non. C'est pas comme ça qu'on se comporte dans un mariage. Certains hommes, moi je vous le dis, ils font des choses dans le mariage parce qu'ils voient leurs amis faire. Et si toi, la femme, tu n'as pas effectivement cette approche, hein, de lui demander un petit peu qu'est-ce qu'il pense du mariage, tu ne pourras jamais vraiment le savoir. Tu ne pourras jamais vraiment te dire, hein, parce que ça, il va vous le dire, il va vous le faire comprendre. Et ce n'est pas une question à poser une fois, c'est un intérêt, hein, à poser régulièrement tout le temps. On en est où? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on continue comme ça ou on n'essaie pas de faire autre chose? Là, tu as déconné. Il faut peut-être que tu sois un peu plus comme ça. Ou là, moi, j'ai déconné peut-être. C'est aussi à moi de prendre ma responsabilité et d'accepter sa part de tort dans le mariage. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous ne faites jamais d'erreur, quoi. Même quand parfois, et surtout messieurs, même quand parfois c'est vous les principaux fautifs, hein, vous êtes dans un déni total. Comment vous voulez que votre femme continue à vous aimer et à vous être soumise, vu qu'apparemment c'est ça le truc, hein, dans la bonne forme, si vous n'êtes pas honnête, si vous n'êtes pas intègre, si vous n'êtes pas en fait une personne en qui on peut avoir confiance? Comment vous voulez qu'on fasse ça? Comment vous voulez qu'on continue comme ça en fait? Comment vous voulez que les générations qui vont suivre, hein, aient de bonnes références si déjà nous-mêmes, quand on se marie, on ne s'intéresse pas à ce qu'on veut, à ce qu'on mérite aussi dans le mariage? Si on ne fait pas attention aussi à éduquer aussi l'autre, parce que l'autre, des fois, il ne sait pas. Et ben, il faut qu'une des personnes prenne parfois la responsabilité et éduque l'autre. Et c'est pas forcément dans les disputes. Parfois, c'est juste dans votre comportement. Parfois, c'est juste dans votre silence. Parfois, c'est juste dans, effectivement, ce que vous allez autoriser ou ne pas autoriser. L'éducation, c'est pas forcément dans le tu dois faire ci, tu dois faire ça. L'éducation, c'est aussi dans votre tenue, dans comment est-ce que vous allez vous présenter, ce qui va en fait donner une communication à l'autre qui aura envie de faire pareil. S'il ne fait pas la même chose, tant pis, mais au moins vous, dans votre attitude, dans votre intégrité, vous aurez fait le nécessaire. Donc vraiment, réveillez-vous par rapport au mariage, réveillez-vous par rapport à la réalité du mariage. Autant mesdames que messieurs, réveillez-vous sur cette réalité-là. Intéressez-vous, demandez-vous qu'est-ce que je veux dans le mariage. Demandez-vous aussi ce que l'autre il veut dans le mariage. Et n'hésitez pas à poser des questions à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, aux gens qui vous entourent. N'hésitez pas aussi à vous intéresser, hein, je crois qu'avant, dans l'ancien temps, il y avait des manuels où on organisait, où on disait fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc intéressez-vous, posez des questions. Allez voir des gens comme moi, les coachs, les psychologues, pour justement vous recevoir peut-être aussi un avis extérieur, en présentant des cas, effectivement, mais intéressez-vous vraiment, parce que quand vous allez vous marier, si vous ne faites pas parfois le travail, c'est pas votre mère qui va faire le travail, hein. Parfois, elle-même, elle sait pas. Parfois, même elle-même, elle n'a pas envie. Elle-même, parfois, elle n'a pas reçu aussi la formation pour être une bonne femme, la formation aussi pour être un bon mari. Votre père aussi, alors là. Mais si vous ne lui posez pas la question, comment vous voulez assurer que votre mariage soit bien? Faut poser la question, faut s'intéresser.
Il faut aussi être responsable. Être responsable, c'est pas juste incarner un certain statut devant la société, hein. Être responsable, c'est, voilà, se poser des questions, se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Et aussi savoir qu'est-ce que je peux améliorer avec le temps. Qu'est-ce qu'au début je peux refuser, mais qu'avec le temps je peux autoriser. Ou l'inverse, qu'est-ce que je peux autoriser au début du mariage, mais en fait avec le temps je vais lui dire écoute mon coco c'est bon, tu t'es assez amusé là. Ça peut aussi marcher dans l'effet inverse, hein. C'est pas juste refuser au début et accepter. Au début, vous pouvez accepter certaines choses, accepter qu'il continue sa vie à bourlinguer, à voyager, mais au bout d'un moment, vous lui direz que voilà, va falloir te calmer là. Et le prévenir en amont. C'est pas juste le prévenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en mode voilà. Donc, interrogez-vous sur le mariage, autant messieurs que vous, mesdames, autant mesdames que vous, messieurs, et posez des questions. Ça vous évitera bien des catastrophes. Même si, bon, on est déjà en catastrophe, hein, parce que le mariage aujourd'hui, ça fait peur aujourd'hui. Écoutez, moi je vais vous laisser. Merci beaucoup pour avoir assisté à ce live. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous me découvrez, à découvrir ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver bientôt tous ces lives que je fais, hein, je les télécharge. Il y en a un qui est publié tous les soirs à 17h ou 18h. Je crois qu'il y en a même un en ce moment où je vous parle qui est diffusé. Donc voilà, tous les lives que je fais, pour ceux qui ratent, vous allez les retrouver sur ma chaîne, sur Love Heals 30 sur YouTube. D'ici là, je vous remercie tous. Merci pour ce live. Et je vous dis à peut-être demain ou sinon à lundi prochain. Ciao.